Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons ce journal avec la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20. José Badia, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures, reviendra sur les enjeux de cette grande conférence. Nous nous rendrons à l'Assemblée générale de la Chambre immobilière monégasque qui abordera le thème des droits de mutation. Nous assisterons à un exercice de sensibilisation aux risques sismologiques à l'école d'Erevoire. Et enfin, nous irons à la répétition générale de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en vue d'un direct sur France 3. Le souverain est arrivé à Rio en début de semaine où il assistera le 22 juin à la cérémonie d'ouverture de la conférence des Nations Unies sur le développement durable auprès de chefs d'État et de gouvernements du monde entier. José Badia, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures, revient sur les enjeux de cette grande conférence Rio+20. Rio+20, comme son titre le précise, c'est le 20e anniversaire du sommet de la Terre que Rio de Janeiro avait d'ailleurs déjà accueilli et dont le but est effectivement de prolonger les actions de l'époque. Mais on le sait, entre 1992 et 2012, le monde a énormément changé et toutes les bonnes intentions qui avaient été déclarées et les prises de conscience que l'agenda 21, la déclaration de Rio avait enregistrées, se doivent aujourd'hui de passer à la part active. Ce qui était un constat, ce qui était un catalogue de suggestions, de propositions, doit devenir, à partir de maintenant, et ça devient de plus en plus impératif, une activité internationale, réelle, concrète et je dirais assidue. Le schéma classique de ce type de conférence, il y a d'abord des travaux préparatoires et puis il y a une période de prise de contact et enfin une période pendant laquelle les chefs d'État présentent au travers de discours leurs principaux engagements, leurs principales idées. Vous le savez, désormais, le gouvernement a déposé un projet de loi afin de réformer le mode de calcul du financement des retraites privées. Le texte sera examiné par le Conseil national à partir de septembre. Ce projet de loi prévoit notamment l'augmentation des cotisations patronales et salariales. On écoute justement la position de la Fédération patronale à ce sujet. Aujourd'hui, un premier effort d'1,3% de cotisation supplémentaire est annoncé, mais cet effort ne sera pas suffisant pour sauver le régime. Et nous alertons le gouvernement en indiquant que Monaco est le deuxième pays européen, après la France, où les charges patronales sont les plus élevées. Nous avons des charges patronales qui sont à plus de 32%. En Allemagne, on est à moins de 20%. Au Luxembourg, on est à moins de 15%. Notre compétitivité est mise en danger. Et aujourd'hui, Monaco est un des seuls pays où la réforme du régime de retraite impose des charges supplémentaires aux entreprises par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, le Danemark, la Hollande, où on travaille beaucoup plus vers le décalage de l'âge de départ à la retraite d'antan vers 65 voire 67 ans. Le gouvernement prévoit de passer à 120 000 salariés. Nous disons 120 000 salariés, c'est très important, ça ne nous paraît pas réalisable déjà pour arriver à 100 000, c'est-à-dire refaire un deuxième Monaco dans le même esprit que ce qui a été fait dans les 40 dernières années. Nous sommes passés de 5 000 salariés à 50 000 salariés entre 1965 et 2010, repassé de 2010 à 2050 de 50 000 à 100 000 salariés. Or, les surfaces disponibles sont beaucoup moins importantes, les délaissés ne sont plus là, l'extension de fonds vieilles a déjà été bien consommée et le taux de croissance des dernières années est seulement de 2,2% et pas de 2,5%. Ce qui nous paraît délicat sur ce projet de loi, c'est que l'effort égal entre salariés et employeurs n'est pas garanti par le texte tel qu'il est écrit là. La Chambre immobilière monégasque réunit comme chaque année ses adhérents lors d'une assemblée générale. Une assemblée qui a pour but d'évoquer des thèmes d'actualité liés au monde de l'immobilier monégasque. Et cette année, il était question d'aborder les droits de mutation. Reportage de Sandrine Nègre.
Et si les droits de mutation, ces droits d'enregistrement perçus par l'État lors de mutations de biens ont été évoqués par le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, ce n'est pas par hasard. En juin 2011, souvenez-vous, une loi sur ces droits a été votée avec 2 objectifs, la progression de la perception de ces droits et le maintien de l'attractivité monégasque en baissant le taux de ces droits de 40%. Nous arrivons au terme d'une année de cette loi et avec monsieur le conseiller du département pour les finances, nous avons pensé qu'il était bon de faire un point avec les agents immobiliers qui sont quand même les acteurs principaux de ce sujet. Loi qui a diminué les droits de mutation, donc qui incite à faire repartir le marché de l'immobilier, entre autres, et en même temps, loi qui permet d'avoir une certaine transparence au niveau des propriétaires des appartements. Impossible bien sûr de parler de loi sur les droits immobiliers sans évoquer l'état actuel du marché monégasque. Le marché se porte beaucoup mieux que ce qu'il ne l'était il y a 2-3 ans. Ça va avec la conjoncture économique de la Principauté de Monaco qui a l'air d'être un îlot au sein de l'Europe, mais c'est un fait réel aujourd'hui, sans vouloir avancer trop loin. Sur les premiers mois de l'année, indiscutablement, nous avons une économie qui est relativement bien repartie. Actualité, santé du secteur. Au-delà de ces thèmes, l'Assemblée générale de la Chambre immobilière monégasque donne aussi l'occasion aux professionnels de l'immobilier de se retrouver. Il faut dire que cette chambre les représente depuis plus de 60 ans auprès des pouvoirs publics et de la Chambre patronale monégasque. Lundi a eu lieu à l'école des Révoirs un exercice de sensibilisation lié aux risques sismologiques. Il s'agissait pour le personnel et les élèves de l'école d'être préparés à l'éventualité d'un tremblement de terre. Patricia Navarro assistait à cette simulation. Protège bien ta tête, Gina. Tu peux pas te lever, ton pied est blessé, mais protège bien ta tête. Ce coup de sifflet matérialise un tremblement de terre. Depuis la signature en 1990 de l'accord Europa Risque Majeur, la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports organise régulièrement au sein de ces établissements des plans de secours. Objectif, pouvoir faire face à toute situation de crise et permettre aux enseignants et aux élèves d'adopter de bons réflexes en cas de problème majeur. Nous avons des formations théoriques et pratiques. Je dois rendre hommage à la compagnie des sapeurs-pompiers qui forment notre personnel. Depuis 1997, plus de 650 personnels ont été formés par les sapeurs-pompiers. Nos personnels aussi sont formés par la Croix-Rouge de Monaco. Et effectivement, nous effectuons ce genre de cellules de crise pratique une fois par an, en tout cas minimum une fois. Une fois pour tout ce qui est séisme ou nuages toxiques et 2 fois pour tout ce qui concerne l'évacuation incendie. Et les parents sont rassurés de savoir que nous prenions soin de leurs enfants et ils savent que même en cas de coup dur, en cas de crise exceptionnelle, de crise nationale, eh bien, nous sommes là prêts pour sauvegarder la vie de leurs enfants. Merci. Je vais demander Un enfant au gymnase qui est très pâle, qui se sent mal. D'accord, très bien. Écoute Laurence, je vais monter voir. Oui. Cette préparation à la gestion d'une situation de crise intègre les programmes scolaires au même titre que d'autres matières plus traditionnelles. Le jour des simulations, un scénario très concret est proposé au chef d'établissement qui le met en œuvre sous le regard de représentants de la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco. Ils sont là pour dispenser de précieux conseils. La prévention des risques majeurs fait partie des programmes de l'école primaire, comme l'éducation à la santé, l'éducation à la prévention. Dans le même cadre, dans les mêmes idées, il y a aussi la prévention routière. Toutes les situations où les enfants peuvent être en danger, on essaye de prévenir pour connaître parfaitement, en réflexe, les conduites à tenir. Et le résultat est là. À l'issue de ces tests grandeur nature, les élèves savent très exactement comment réagir en situation de crise. Ne pas être agité, rester calme, ne pas avoir le stress et voilà. Si on n'est pas préparé, on ne sait pas, on peut aller n'importe où et ça ne peut pas toujours être bien. D'un point de vue plus théorique, les élèves sont aussi incollables et maîtrisent le vocabulaire technique lié au séisme. L'échelle de Richter, c'est l'échelle qui mesure les degrés d'intensité de la puissance du séisme.
Il faut savoir que des sessions de formation sont par ailleurs proposées au personnel des établissements scolaires au sein même de la caserne des sapeurs-pompiers de Monaco. Depuis 1997, ce sont pas moins de 650 personnes qui ont ainsi bénéficié de ces modules de formation proposés par les sapeurs-pompiers. Ce lundi, la mairie accueillait la chorale ou cantine d'Aroca. À cette occasion, les autorités officielles ont reçu un exemplaire numéroté d'un recueil de chansons en langue monégasque. On écoute justement Georges Castellano qui nous explique d'où est née cette idée. Cette idée du recueil vient de l'ancien secrétaire général qui s'appelait M. Ange Faciolo. Et lorsque je suis rentré au cantine et vu mon passé municipal parce que j'étais informaticien, il m'avait dit « Oh ben tu tombes bien, je voudrais réaliser, on a baptisé ça le libretto, mais le libretto c'est un livret, moi je l'ai baptisé recueil qui est plus conséquent. Et il m'a dit si tu pouvais le réaliser parce que je voudrais surtout en remettre un au musée des comités des traditions monégasques. Et j'ai dit parfait, donc j'ai commencé à travailler, c'était début 2010, donc j'avais tous des textes dans différentes écritures, je ne vous dis pas le travail que j'ai dû faire avec le dictionnaire à côté pour savoir s'il y avait l'accent là, etc. Et j'ai mis une bonne année pour le réaliser. Monsieur Faciolo avait raison qu'on laisse une trace de ce passé, parce que moi-même, en le réécrivant, déjà, bon, je suis monégasque de nature, comme Jo, avec nos parents, nos grands-parents, on parlait le monégasque à la maison. Mais c'est vrai qu'en écrivant ce texte, c'est voir enfin tous ces auteurs qui ont écrit notre langue, et puis Jo qui a mis ça en musique à, je peux dire, à presque 80%, je vous assure, vous êtes fiers d'être un enfant du pays et de connaître cette langue. Et moi, mon but, ça a été, et je continue, de la divulguer, puisque nous avons fait pas mal de choses l'année dernière. Nous avons chanté pour le mariage. Nous avons eu le très grand honneur d'aller chanter au Panthéon. Et ça, je vous assure, de chanter en monégasque, avoir une messe en monégasque, vous avez la chair de poule. C'était extraordinaire. Et pour nous, et c'est ce que je cherche, parce que je veux la faire vivre, cette langue. J'ai un peu dans le regret, si vous voulez, on apprend le monégasque à tous nos enfants à l'école. Et je regrette que ces enfants ne parlent pas notre langue dans la rue. Ce n'est pas une langue vulgaire, c'est une langue. Et j'aimerais qu'ils partent. Mais j'ai un espoir parce que l'année prochaine, avec l'accord de Monsieur le maire et le directeur de l'Académie de musique, nous allons créer à la prochaine rentrée scolaire le cantine d'Aroca Génie. Et sachez que ce recueil sera mis à la vente à partir de septembre à la bibliothèque Louis Notari. Et on reste dans le domaine musical avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui accompagnera en direct de la ville d'Orange les musiques en fête, diffusées sur France 3 ce mercredi. José Sacré assistait à la répétition générale. Après le succès de la première édition en 2011, qui avait rassemblé plus de 2 millions de spectateurs, c'est beaucoup pour une émission de musique classique, France 3, France Musique et les Chorégies d'Orange ont décidé de proposer à nouveau cette année, à la veille de la fête de la musique, c'est-à-dire ce mercredi 20 juin à partir de 20h35, une grande soirée musique en fête sur France 3 en direct du Théâtre Antique d'Orange. Édifié sous le règne d'Auguste, à leur octave, le Théâtre Antique d'Orange est le seul théâtre romain qui ait conservé son mur de scène pratiquement intact, un mur de 103 mètres de long et de 36 mètres de large, et que Louis XIV, dit-on, avait qualifié de plus belle muraille du royaume. C'est presque aussi ancien que les murailles de Chine. Alors pour moi, ça représente vraiment l'histoire de l'Europe. Pour moi, je suis très contente d'être là, c'est vraiment un privilège. Cette année, c'est l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui a été choisi pour ce spectacle musical d'exception présenté par Alain Duhaut. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo interprétera quelques grands tubes de musique classique et accompagnera des chanteurs d'opéra, des artistes de variété, afin de toucher le plus large public. Il faut s'adapter aux conditions, le son, voilà, les bruits comme ça, là. Le vent. Il va y avoir des airs, un peu de variété,
Moi j'aime beaucoup ça. C'est pas la vocation principale de l'orchestre, mais on a quand même cette culture dans l'histoire de l'orchestre d'accompagner des chanteurs de variété, des événements ponctuels comme ça. C'est pas, on sait faire ça, même si c'est pas notre métier principal. Et on le fait toujours avec bonheur parce que ça nous diversifie, quoi, tout simplement. Une reconnaissance, une perspective nationale française pour l'orchestre, c'est très très important, oui, en ces périodes que je qualifierais de troubles pour notre formation. Dirigé par Luciano Accocella, les artistes lyriques Ruggero Raimondi, Inva Moula, Julie Fuchs, Karine Dehaye, Joseph Caléja côtoieront les artistes de variété comme Nolwenn Leroy, Luz Casal, Adamo, l'imitateur Laurent Gérard, avec les chœurs des opéras d'Avignon, de Marseille, de Nice, le ballet du théâtre de l'Opéra d'Avignon. Avoir des orchestres professionnels comme l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui ont une capacité de lire immédiatement la musique, de la comprendre, va faciliter notre travail. Ne manquez pas cette soirée Musique en Fête, ce mercredi 20 juin de 20h35 à 23h30 avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sur France 3. Le Petit Futé 2012 est paru pour la 2e année consécutive. Ce guide propose un tour d'horizon complet de la principauté d'un point de vue culturel et historique. Isabelle Drezen, responsable d'édition, revient sur cet ouvrage. Le Petit Futé, c'est un concept un petit peu, comme je disais, toujours 3 en 1, c'est-à-dire tout ce qui est culture, pratique, découverte dans un pays, également des bonnes adresses, et puis on essaye aussi de prendre le lecteur par la main et le sortir un petit peu des sentiers battus. L'édition de Monaco, déjà il faut signaler que c'est la 2e édition donc, du Petit Futé Monaco, qui intègre un petit peu aussi Beau Soleil, Cap d'Aille et Groc-Brune, en fait toutes les communes voisines. En nouveauté, on a une centaine de pages complémentaires, donc avec plus d'adresses, toutes les nouveautés de Monaco qui ont été testées durant cette année. Donc voilà, c'est un contenu qui se développe d'année en année et une édition surtout qui devient pérenne puisque maintenant elle va sortir chaque année. On a également le gros guide Côte d'Azur qui a toujours son supplément intégré sur Monaco. C'est pas parce qu'on a un Petit Futé spécial Monaco qu'on a enlevé, donc on retrouve un certain nombre d'éléments et d'adresses également dans le Petit Futé Côte d'Azur et que voilà, le Petit Futé se développe beaucoup au niveau numérique et que les prochaines avancées technologiques pour le dernier trimestre, la 2012, ça va être ce qu'on appelle les BOD, les Book on Demand. C'est-à-dire qu'on va pouvoir globalement composer soi-même son Petit Futé en fonction de son pays. Genre vous partez de Monaco, vous allez à Florence, vous allez pouvoir vous concocter votre Petit Futé à la carte, soit en version numérique, soit en version imprimable. Et en bref, dans l'actualité, ce lundi a eu lieu la soirée des artistes associés. L'association Athéna Artistes Associés a organisé comme chaque année une représentation musicale des élèves d'Éric Le Rouge en Principauté. Le collectif fêtait ses 10 ans. Musique, danse et chant étaient mis à l'honneur. Et tout de suite, voici les cartes météo afin de connaître les prévisions des prochains jours. Mercredi, quelques nuages sont au programme avec des températures allant de 24 à 26 degrés. Jeudi, le ciel restera partagé entre nuages discrets et apparition du soleil avec un thermomètre stationnaire.
Vendredi, poursuite du beau temps avec un mercure identique. Et samedi, un début de week-end ensoleillé avec une maximale de 27 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Tout de suite, retrouvez les films projetés cette semaine en salle avec le magazine cinéma de José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.